Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. 5G au Maroc, c'est le sujet de questions d'actu ce soir. Au Maroc, cette transition technologique déjà amorcée est bien plus qu'une simple date sur un calendrier. C'est un saut stratégique planifié. Le Royaume a clairement positionné la 5G comme un catalyseur majeur de son économie numérique avec une contribution attendue de 4 à 6 milliards de dollars d'ici 2030. Pour atteindre ces ambitions, les moyens mobilisés sont massifs, près de 80 milliards de dirhams d'investissement qui est prévu d'ici 2030. Au niveau des infrastructures, le déploiement de la 5G s'est fait en utilisant le réseau 4G existant tout en accélérant la densification et en renforçant les backhauls par fibre optique. D'ici fin 2035, l'objectif est de couvrir entre 70 et 85% de la population. D'ici 2030, sachant qu'une soixantaine de villes sont déjà couvertes depuis le lancement du réseau 5G au Maroc. Et cette révolution technologique soulève tout de même des questions fondamentales. Comment garantir la couverture en zone rurale ? Quels sont les défis en matière de cybersécurité et que signifie cette technologie pour l'entreprise marocaine ? Pour décrypter l'ampleur de ce déploiement, ses opportunités et ses défis, nous recevons 3 experts ce soir. D'abord, Khalid Ziani, qui est avec moi en plateau. Vous êtes expert IT et télécom. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est pour moi. Avec nous également, Monsieur Tariq Daouda. Vous êtes professeur à l'UM6P. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, c'est un plaisir également d'être avec vous. Un plaisir partagé. Et puis, Monsieur Mohsin Khdissi, vous êtes professeur universitaire et expert en technologie numérique. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je commence par vous, Monsieur Ziani. On va parler de l'état des lieux un mois après le lancement de la 5G au Maroc. Alors, les 3 opérateurs ont lancé la 5G le 7 novembre à minuit, et donc les 3 ont lancé en même temps leurs offres commerciales également, et ça s'est traduit par en fait la concrétisation d'un mouvement qui a été préparé longtemps avant, au moins 2 à 3 ans avant, où les opérateurs ont équipé les zones où il y avait des antennes mobiles 4G en antennes 5G, mais n'ont pu les activer que quand ils ont obtenu leur licence et quand le décret d'attribution des licences a été publié. Et à ce moment-là, en fait, ils ont pu activer leurs offres 5G à partir du 7 novembre, qui est une date symbolique puisque c'est le lendemain de la marche verte. Ça traduit la volonté de faire dans le domaine des télécoms une nouvelle marche avec cette 5G, qui est une technologie vraiment de rupture par rapport aux anciennes technologies télécoms. Une nouvelle marche numérique. Monsieur Khdissi, quelles étapes clés ont permis d'arriver à cette phase ? Alors, je crois que, déjà par rapport à cet état des lieux, c'est important de noter qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la phase de lancement, puisqu'il y a un vrai sujet de généralisation. Aujourd'hui, uniquement 10% des antennes sont équipées ou compatibles avec la 5G. Ça veut dire qu'il y a un déploiement progressif qui va se faire tout au long des mois à venir. Un deuxième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça va être déployé sur une technologie non standalone. On va peut-être y revenir. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas avoir tous les bénéfices de la 5G en termes de technologie que quand on aura un nombre important et également un déploiement en standalone. Ce qui est également important à noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est des étapes fondamentales pour pouvoir construire une économie numérique autour de la 5G. La 5G, c'est un élément d'infrastructure, de connectivité qui est important. Et il faut bien sûr l'accompagner avec des projets au niveau industriel, au niveau des ports, de la logistique, au niveau des mines, mais également au niveau de la santé et de l'éducation, pour pouvoir justement accompagner. Je crois que c'est ce qui est également prévu dans le cadre des différentes stratégies, notamment la stratégie
digital Morocco 2030. Donc, c'est vraiment un prémisse, mais il faut l'accompagner. Je crois que la date est bien choisie justement pour construire une nouvelle étape, une étape fondamentale de transition et de transformation de la société marocaine et de l'économie marocaine pour avoir une économie beaucoup plus ancrée dans le numérique et beaucoup plus avancée en termes de recherche et développement, d'innovation technologique, en termes d'adoption des différentes technologies digitales. Une nouvelle étape pour une économie ancrée dans le numérique, vous l'avez très bien dit, Monsieur Daouda. On a Monsieur Ziani qui parlait tout à l'heure de rupture. Alors concrètement, cette 5G, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? D'accord. Très bien. Donc, la 5G, en fait, c'est un nouvel, en fait, on va dire, c'est un nouveau protocole de communication, de télécommunication, qui augmente énormément la bande passante. Donc, c'est la chose qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est que la bande passante, c'est-à-dire la vitesse de la connexion Internet, que ce soit en upload ou en download, c'est-à-dire en téléchargement ou en envoi, est extrêmement différente. Elle est beaucoup, beaucoup plus grande avec une 5G qu'avec une 4G. Donc, pourquoi est-ce que ceci a une importance fondamentale? C'est parce que une grande partie des applications que l'on a, en fait, que l'on fait aujourd'hui, sont limitées par la bande passante. Donc, par exemple, le cas que les gens, que à mon avis les gens connaissent le mieux, c'est le streaming de vidéos. Donc, ça demande une bande passante assez grande. Mais imaginez qu'on fasse du streaming de tout et de beaucoup de choses en fait en même temps. Parce que ce que la 5G permet en fait avec cette énorme bande passante, c'est de connecter beaucoup plus d'objets Internet. Des objets, donc ça peut être des objets que l'on a de la vie courante, comme par exemple des téléphones ou des montres intelligentes, mais c'est aussi des autobus, c'est aussi des machineries, des machineries d'usine, c'est aussi des camions, c'est beaucoup de choses. Donc avec la 5G, en fait, ça permet une accélération. C'est en fait une autoroute de l'information, tout simplement. C'est une autoroute de l'information qui permet de connecter beaucoup plus d'objets et d'avoir une connexion Internet qui est beaucoup plus fiable. Une autoroute de l'information interconnectée, Monsieur Ziani. Est-ce qu'on est en train d'assister actuellement à une réelle révolution technologique? Oui, la révolution numérique, en tout cas, est en marche depuis un certain temps. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'elle s'accélère. Elle s'accélère et donc, cette révolution nécessite une connectivité beaucoup plus étendue que va permettre la 5G, mais que permettent les réseaux de fibre optique, que permettent également les câbles sous-marins qui permettent l'interconnexion avec les autres continents, également les satellites. Donc tout cet environnement-là s'accélère. Et avec l'avènement de nouvelles applications de plus en plus gourmandes en bande passante et de plus en plus exigeantes en latence, c'est la deuxième caractéristique de la 5G, c'est la faible latence. Nous voyons quand même des limites qui ont été atteintes pour ces applications, notamment les applications d'intelligence artificielle qui nécessitent le recours à des serveurs lointains, concentrés, qui concentrent la concentration de calcul. Dans ce cas-là, en fait, la charge de communication va sur les réseaux télécoms. Et les réseaux télécoms doivent supporter ce supplément de demande de bande passante. Et grâce à la 5G et également au réseau de fibre optique, aux nouveaux réseaux satellites, nous allons pouvoir absorber cette augmentation de connectivité, de cette exigence de latence notamment. C'est grâce à ces technologies-là qu'on va pouvoir maintenant créer de nouveaux services, créer de nouvelles applications qu'on ne pouvait pas avant, compte tenu des limites des autres technologies, comme la 3G des applications ou la 4G. Qui sont tout de même plus exigeantes, vous l'avez dit. Oui, il y a des applications pour l'industrie ou pour même la culture. Je donne toujours l'exemple d'un orchestre qui joue en même temps à distance.
Si vous le mettez avec les technologies actuelles, vous allez entendre une cacophonie parce que chaque instrument va jouer avec un temps de latence différent. Donc, ça ne va pas être harmonieux. Avec des technologies à très faible latence, comme la 5G, vous allez pouvoir écouter un orchestre avec des composantes qui jouent à distance et connectées à la 5G. Alors, il est vrai que ça doit être la 5G standalone, comme l'a dit Sildhissi. Nous n'y sommes pas encore, mais nous avons fait le premier pas pour commencer la 5G en non-standalone, compatible 4G. En fait, c'est une 4G+, mais qui peut évoluer une fois que l'ensemble de la chaîne, comme le cœur de backbone de chaque opérateur, migrera en 5G. Nous aurons à ce moment-là une 5G standalone capable de faire jouer cet orchestre. Un exemple en tout cas très imagé. Monsieur Sildhissi, quel est l'objectif aujourd'hui en termes justement de 5G du Maroc, que ce soit court et moyen et long terme? Alors, je crois que les objectifs sont multiples. Bon, bien sûr, il y a un objectif majeur, c'est d'améliorer le débit, ce qui va permettre justement de passer à des usages d'Internet beaucoup plus intéressants et des fois beaucoup plus productifs. Ça, c'est très important. En fait, on passe de la connectivité Internet qui permettait de regarder des films à de la connectivité Internet, par exemple, qui va permettre de faire des opérations à distance. Il y a eu de premières opérations à distance au Maroc avec de l'intervention chirurgicale qui se fait complètement à distance. Là, c'est des applications effectivement qui nécessitent une faible latence. Ça permettra, sur les années à venir également, de pouvoir avoir des multitudes d'objets connectés au kilomètre carré. Parce que ce que permet également la 5G, c'est en fait, de pouvoir connecter plus de 1 million d'objets au kilomètre carré. Et ça peut paraître anodin, mais c'est très, très important dans des domaines comme l'agriculture, dans des domaines comme l'industrie, où on a énormément d'objets connectés, et même dans la robotique et l'usage de la robotique à grande échelle. Donc aujourd'hui, en termes de plan d'action, bon, bien entendu, il y a la stratégie digitale qui est une feuille de route importante pour 2030. Mais je crois qu'il faut la sortir, il faut la compléter avec des stratégies sectorielles au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau de l'énergie, au niveau des secteurs les plus importants, les plus productifs, et notamment également les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé, parce que la 5G, c'est également une opportunité d'inclusion. Si on la gère et on la déploie correctement, ça permettrait d'inclure des populations rurales au niveau des services d'éducation, de santé, des services publics en général, et de manière beaucoup plus grande dans l'économie. Et je crois que c'est une belle opportunité pour le Maroc. C'est vrai que ça va se faire dans le temps, parce que le passage du non-standalone au standalone dans certains pays comme l'Allemagne, ça a pris plus de 4 ans. Mais ça nous permettra d'ici 2030 d'avoir les prérequis pour avoir une économie fortement numérisée et fortement orientée vers le futur, avec de la robotique, avec des mines connectées, avec des ports connectés, avec de l'industrie connectée, avec des usages sociaux dans l'éducation et dans la santé connectés. Une économie développée vers le futur, une connectivité plus étendue, une multitude d'objets aussi connectés. Monsieur Daouda, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, le choix d'une montée en gamme progressive à travers un modèle NSA? D'accord. Je pense que ce que l'on voit en ce moment s'inscrit en fait dans la stratégie que le Maroc applique. Il y a la stratégie, il y a toujours cet horizon de 2030, mais il y a aussi la Coupe du Monde, etc. Et je pense que ça s'inscrit en fait dans la stratégie du Maroc d'utiliser ces différents événements comme un levier de développement économique. Je suppose que la Coupe du Monde en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre d'événements sont en général aussi une bonne façon de tester les nouvelles technologies. Donc, que ce soit les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, etc., le fait que il y a beaucoup d'argent qui est investi, mais il y a aussi des nouveaux enjeux en fait qui apparaissent. Ça en fait des terrains de jeu, des terrains de test plus précisément, qui sont plus ou moins idéaux et difficiles à répliquer. Donc, je pense que la 5G, par exemple, sera, pour tester la 5G au Maroc, en fait, la Coupe du Monde serait un excellent terrain de test à ce niveau-là, parce que
Il y a beaucoup d'enjeux. On a parlé de l'IA. L'IA, pour y passer rapidement, en fait, probablement que l'IA va être extrêmement impliquée dans la Coupe du Monde. Donc, pas de la façon dans laquelle les gens probablement l'imaginent, mais tout simplement parce que l'IA est impliquée dans tout aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des applications qu'on utilise au jour le jour commencent à intégrer de l'IA si elles ne l'ont pas déjà intégrée de façon assez large et centrale, en fait, à l'intérieur de l'application. Donc, ça veut dire que l'on se retrouve dans un monde déjà, c'est-à-dire que ce sera encore plus le cas en 2030, où ces algorithmes et ces intelligences artificielles sont intégrés en fait à tous les niveaux, qu'on ne les voit ou pas. Et ces algorithmes-là demandent une énorme bande passante et une énorme réactivité de la part du réseau. Donc, le fait d'avoir un réseau 5G qui permette en fait de gérer ça, en plus de ce qui a été mentionné comme la fibre et les connexions satellites, donne beaucoup de résilience en fait au système de télécommunications et permet aussi d'avoir des applications qui auraient été plus difficiles à faire dans des cas différents. Genre, par exemple, l'un des avantages principaux de la 5G, c'est qu'elle utilise un réseau de télécommunications téléphoniques. Le réseau de télécommunications téléphoniques, s'il est bien mis en place, est disponible partout. C'est-à-dire qu'il a un coverage, une couverture qui est très grande et qui ne nécessite pas forcément de la part du client un investissement majeur en termes de matériel en fait pour pouvoir accéder à ce réseau, ce que par exemple des connexions à satellite pourraient demander, parce qu'à ce moment-là il faudrait acheter des nouveaux matériels, etc. pour les utilisateurs du réseau. Donc tous ces avantages-là en fait pour clôturer cette petite intervention permettraient par exemple à des applications sur des téléphones, des applications sur des montres, des applications dans des voitures en fait d'être extrêmement résilientes et d'avoir accès à ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui, comme il a été mentionné, mettent un poids énorme sur le réseau parce qu'elles sont extrêmement centralisées. Une résilience numérique, vous avez parlé d'enjeux multiples, Monsieur El Khadissi, justement plusieurs enjeux, un investissement, je le disais tout à l'heure en préambule, qui est quand même important, on parle de 80 milliards de dollars d'ici 2030 à 2035. En termes de rendement, est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement qui sera rentable dans quelques années? Monsieur Ziani. Alors, 80 milliards de dirhams, c'est l'investissement qui a été annoncé par les trois opérateurs d'ici à 2030. Mais cet investissement comprend à la fois les nouvelles antennes télécom qu'exige la 5G, puisque le périmètre de la 5G est plus court que celui de la 4G, donc ça exige beaucoup plus d'antennes télécom. Également l'investissement par la couverture en fibre optique, puisque le soubassement de la 5G, ce sont les réseaux de fibre optique, et les réseaux de fibre optique sont en cours de déploiement au Maroc. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de réseaux de fibre optique pour supporter ces antennes 5G. Donc les 80 milliards, c'est l'investissement global, à la fois dans l'investissement sur les réseaux de fibre optique et également l'investissement dans les infrastructures d'antennes télécom et également l'investissement dans les cœurs de réseau des opérateurs pour qu'ils soient compatibles avec la 5G ou même natifs 5G. Donc, et un dernier point également qu'on oublie souvent, ce sont les câbles sous-marins. Nous attendons 2 câbles sous-marins d'ici à 2030, un à Nador et un à Tétouan, pour nous permettre d'étendre cette connectivité internationale et pouvoir, d'ici à 2030, pouvoir être suffisamment interconnectés avec le reste des réseaux mondiaux. Monsieur El Khadissi, vous voulez rebondir sur le retour sur investissement justement de ce réseau qui est en train de se déployer, celui de la 5G? Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que l'investissement, il est important. Alors, bien sûr, il est moins important quand on est sur de la NSA comparativement à du SA,
clairement, mais il faut noter que bon, dans beaucoup de pays, le retour sur investissement ne peut se faire que sur 8 à 10 ans. Aux États-Unis, c'est un peu l'estimation qui a été faite par rapport au ROI, donc au retour sur investissement d'une telle technologie. Il y a même des pays comme l'Italie où les opérateurs télécoms ont demandé en fait un allègement fiscal pour pouvoir couvrir les charges, et d'autres pays, par exemple comme l'Afrique du Sud, où ils ont limité le déploiement de la 5G à des grandes villes, faute de rentabilité de la technologie. Donc aujourd'hui, certes, c'est une technologie du futur, c'est important d'y aller. Il faut penser justement à la rentabilité. Je crois que le choix qu'a fait le Maroc de déployer progressivement, de déployer d'abord dans une logique intégrée avec les infrastructures déjà existantes et au fur et à mesure avancer, progresser vers des choses un peu plus importantes, je crois qu'il est important. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, il y a également de l'accompagnement à faire pour la population. Ça, à mon sens, c'est important. Parce qu'il faut savoir que les différentes technologies d'Internet mobile ont façonné des générations. La génération Y avec la 2G, la génération Z avec la 3G, la génération Alpha avec la 4G, et maintenant c'est une nouvelle génération qui va être façonnée par la 5G. Et c'est très important qu'on puisse accompagner les différentes populations, les entreprises également, pour qu'ils puissent avoir une adoption effective, mais une adoption également productive de la 5G, et c'est ce qui permettra de réduire le temps de retour sur investissement, et au lieu d'aller sur 10 ans, d'aller sur 7 ans ou 8 ans pour avoir un bon retour sur investissement. Je crois que c'est vraiment déployer des services à valeur ajoutée, les applications de la 5G, les technologies qu'ils utilisent comme la robotique, comme la télémédecine, comme également les technologies de smart port ou de smart agriculture, qui va permettre justement d'avoir un meilleur rendement et rentabilité de cette technologie. Un meilleur rendement, Monsieur Ziani? Alors, la question de la rentabilité de ces investissements est directement liée à la question du coût de ces investissements. Et ce coût, il faut bien le noter, est lié à l'organisation et au modèle économique des opérateurs télécoms au Maroc. Et ce modèle économique au Maroc, malheureusement, jusqu'à récemment, était que chaque opérateur passait son câble lui-même. Donc ça, en fait, ça multipliait les coûts et il n'y avait pas de notion de mutualisation des infrastructures, notamment fibres. Mais ce n'est plus le cas. Grâce voilà, à la création de l'opérateur d'infrastructure entre Inouï et IAM, par exemple, Unifiber, nous avons commencé à créer ce qu'on appelle des opérateurs d'infrastructure, qui, eux, sont chargés de ces infrastructures et qui permettent de mutualiser ces coûts. En fait, c'est directement lié, la rentabilité est directement liée à la capacité aux opérateurs de mutualiser leurs infrastructures. Et c'est là où nous avions pris beaucoup de retard au Maroc, compte tenu de la réglementation qui n'imposait pas aux opérateurs et qui ne permettait pas de créer des opérateurs d'infrastructure. Nous avons pris beaucoup de retard et ce retard, il faut le rattraper. Et le rattraper en accéléré. Donc ce qu'il faut maintenant, à mon avis, pour faire en sorte que ces 80 milliards d'investissements servent à l'ensemble du territoire, à l'ensemble de la population, qu'elle soit rurale, habitant en zone moins dense ou en zone dense, pour les zones urbaines, il faut que cet investissement soit rentable. Justement, le défi aujourd'hui, c'est justement non seulement la rentabilité, mais aussi cette inclusion territoriale dont inclusion vous parlez. territoriale, mutualisation des coûts, ça c'est extrêmement important. 80 milliards investis dans une infrastructure mutualisée, ce n'est pas la même chose que 80 milliards où chaque opérateur fait son investissement dans son réseau. Et le troisième point, c'est que pour accélérer cette mutualisation, il faut qu'on arrive à décentraliser l'action publique. L'action publique, à l'heure actuelle au Maroc, est beaucoup trop centralisée. La décision de dire « j'équipe cette région, ce douar ou cette commune » est centralisée. On ne peut pas décider comme ça du déploiement des réseaux télécoms. Donc il faut trouver un modèle où le déploiement des réseaux se fait via les régions. Nous avons pu et réussi à créer ce qu'on appelle des sociétés régionales multiservices, SRM,
pour l'électricité, l'eau et l'assainissement, nous pouvons affecter à ces SRM les déploiements d'infrastructures télécom. Donc à ce moment-là, on créera des synergies dans les déploiements, par exemple, de l'électricité avec les réseaux de fibre optique. Nous pouvons créer des synergies de déploiement et ça permet de mutualiser les coûts. Et donc, c'est sur ces aspects-là qu'il faut agir pour que ces 80 milliards qui sont annoncés, qui sont un effort très lourd, soient rentabilisés très vite, puisque plus le territoire est couvert, plus la population est couverte, plus on participe à la production de richesses grâce à l'accès Internet au débit. Créer des synergies de déploiement, mutualiser les coûts, vous l'avez dit, mutualiser également les infrastructures et puis la décentralisation de l'action publique. Monsieur Daouda, justement, en quoi aujourd'hui la 5G représente un levier de croissance économique pour le Maroc, la 5G qui est aujourd'hui un pilier de la stratégie numérique nationale? Très bien. Merci. C'est une excellente question. D'ailleurs, je trouve que c'est une question qui recoupe très bien la question précédente, qui est la question de la rentabilité. En fait, il y a effectivement il y a la mutualisation qui joue un rôle dans la rentabilité. Il y a aussi la régionalisation qui, à mon avis, est essentielle parce que c'est des décisions qui doivent être prises régionales. Mais l'un des points aussi essentiels pour la rentabilité, c'est le dynamisme économique. Ça veut dire qu'il faut que les gens utilisent la 5G. Notamment, il faut que les entreprises marocaines utilisent la 5G, et non seulement comme des consommateurs, mais il faut créer le dynamisme économique qui va nous permettre au Maroc d'avoir ces entreprises innovantes et ces startups innovantes qui vont développer des technologies qui ont besoin de la 5G. Parce que si on déploie la 5G au Maroc pour payer YouTube et Netflix, c'est pas très rentable pour nous. Il nous faut absolument des technologies marocaines qui sont développées au Maroc et que la facturation se passe au Maroc pour qu'on arrive à avoir une rentabilité et un développement économique à la hauteur de l'investissement que l'on est en train de faire en ce moment. Donc ça passe par beaucoup de régulations, notamment tout ce qui concerne la fiscalité au Maroc et la fiscalité directe et indirecte, afin de pouvoir dynamiser au maximum les entreprises marocaines dans tout ce qui est technologie de l'information, surtout nouvelles technologies concernant l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ceci s'inscrirait parfaitement dans le cadre d'autres stratégies du royaume, comme par exemple les stratégies d'avoir des data centers au Maroc, ce qu'on appelle la souveraineté numérique, parce qu'il faut que l'on ait ces data centers au Maroc si on veut avoir ne serait-ce que la possibilité d'avoir une souveraineté numérique. Donc, il faudrait que la 5G, les data centers, la production d'électricité, tout ça s'inscrive dans un cadre de régulation fiscale et corporatif qui dynamiserait au maximum les technologies, le secteur des technologies nouvelles de l'information au Maroc, pour que l'on puisse avoir des entreprises marocaines qui profitent en fait de ces infrastructures technologiques. On va en parler tout à l'heure de cette gouvernance numérique dont vous parlez, Monsieur Daouda, mais pour rester sur vos propos, vous parlez d'un dynamisme économique qui devrait rendre nos entreprises plus compétitives. Justement, ces entreprises marocaines, ces petites pousses, est-ce qu'elles sont prêtes, est-ce qu'elles s'adaptent aujourd'hui à cette nouvelle technologie et à ce qu'elle exige également ? Oui, tout à fait. C'est parce que l'adaptation, en fait, le problème de l'adaptation n'est plus un problème qui se pose comme il se posait dans les années 2000 ou 90, en fait. Parce qu'aujourd'hui, étant donné que la plupart de l'information est disponible sur Internet, que les nouvelles générations au Maroc sont très, très à l'aise en anglais, elles s'adaptent extrêmement vite. Donc, le problème que l'on rencontre, en fait, la plupart du temps, ce n'est pas l'adaptation, en fait, des jeunes Marocains aux nouvelles technologies, mais c'est l'adaptation du cadre légal aux nouvelles technologies. Donc, il faudrait, à mon avis, plus de flexibilité au niveau, par exemple, du transfert de devises et plus de flexibilité aussi au niveau des impôts et surtout des taxes directes et indirectes. Par exemple, il faudrait rendre le plus facile possible, parce que l'information est disponible en fait. L'information, les Marocains, et surtout les jeunes Marocains, sont tout à fait capables d'aller chercher l'information là où elle est sur Internet et de la comprendre. Par contre, pour accéder aux moyens de production, à ce moment-là, ces moyens de production-là ne sont pas faits au Maroc.
si on veut avoir accès à des cartes, des GPU pour entraîner l'intelligence artificielle, ces cartes-là ne sont pas fabriquées au Maroc. Si on a besoin d'un ordinateur pour apprendre à programmer, pour développer ces nouvelles technologies, cet ordinateur n'est pas fabriqué au Maroc. Et si cet ordinateur est très taxé, les Marocains qui veulent développer ces nouvelles technologies se retrouvent avec deux niveaux de taxation qui les désavantage fortement. Le premier, c'est que le dirham est bas. Donc, on est obligé de tout acheter plus cher parce que un dirham, ça vaut un dixième d'un dollar. Donc, ça crée un coût énorme pour les Marocains. Et en plus de ça, les taxes de douane qui se rajoutent par-dessus. Donc, à mon avis, ceci freine énormément le développement économique potentiel que le Maroc pourrait avoir. On en revient en tout cas toujours à cette flexibilité de l'arsenal juridique. Monsieur Al-Khdissi, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une connectivité avancée au service de la compétitivité nationale ? Alors, c'est exactement ça. Je crois que c'est la compétitivité nationale qui est en jeu. C'est l'ensemble des entreprises industrielles, mais également dans des secteurs comme l'agriculture, qui vont pouvoir gagner en compétitivité, en rentabilité, en utilisant les technologies qui reposent sur la 5G. En utilisant par exemple des drones qui sont connectés, des capteurs au sol qui sont connectés pour l'agriculture, en utilisant des bras robotisés dans l'industrie qui sont connectés. Donc c'est vraiment la compétitivité. Mais de l'autre côté, il y a également l'aspect inclusion qui est à mon sens également très fondamental. Et donc finalement, la 5G, au-delà de l'aspect purement technologique, c'est un levier économique, c'est un levier social et c'est un levier géostratégique. Aujourd'hui, la 5G, c'est également un sujet de géopolitique. On a vu la guerre que s'est livrée les États-Unis à des opérateurs chinois à cause justement de la 5G. Aujourd'hui, celui qui maîtrisera ce backbone, en fait, cette colonne vertébrale de l'économie que sera la 5G, ben, c'est quelqu'un qui va maîtriser, si on veut, les circuits de l'économie et le backbone de l'économie. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. C'est pour ça que ce n'est pas juste un enjeu qui est lié à la rentabilité d'un opérateur ou d'un autre, mais c'est un enjeu par rapport à la compétitivité du pays de manière beaucoup plus globale. Alors après, bien sûr, il ne faut pas qu'on aille de manière directe sur la technologie, il faut que ça soit mesuré, il faut que le déploiement se fasse de manière intelligente, de manière à pouvoir mutualiser, comme le dit tout à l'heure Cécile, je trouve que l'approche est importante, de manière également à inclure les différentes populations qui n'ont pas été intégrées, notamment sur de la 4G, et surtout, et ça c'est mon avis, il faut accompagner aussi bien les individus, les entreprises, que les administrations pour déployer de vrais services qui utilisent la 5G. C'est là où on va pouvoir en faire un vrai levier de compétitivité, sinon ça va rester un élément de base. Un dernier élément qui à mon sens est important, c'est également éviter les risques qui sont inhérents à cette technologie, notamment les risques de cybersécurité, les risques qui sont liés avec la souveraineté. Donc c'est une technologie importante pour la souveraineté numérique et il faut maîtriser tous les risques. On va y revenir tout à l'heure. On va en parler des risques, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on reste sur ce point que vous avez abordé d'abord, un levier économique, social et géostratégique, et celui de l'inclusion. Monsieur Ziani, quid de la fracture justement numérique? Est-ce qu'on est dans un risque d'un Maroc qui finalement va continuer à avancer à deux vitesses? Oui, tout à fait. De toute façon, nous le vivons actuellement. Nous avons bien un Maroc à plusieurs vitesses, d'ailleurs. Nous avons des zones franches, où il n'y a absolument aucune connectivité. Nous avons des zones où nous n'avons que la voix, c'est-à-dire la 2G, et nous avons des zones où nous n'avons que la 3G pour la data. La 2G et la 3G sont appelées des zones grises, et les zones blanches, il n'y a aucune connectivité. Et bien, entre les zones blanches et les zones grises, nous avons à peu près 40% de notre territoire qui est concerné. Ça veut dire 40% du territoire du Maroc qui est à une vitesse inadaptée, très limitée, inadaptée aux besoins actuels de la population, aux besoins d'accès aux services e-gov, aux besoins d'accès à l'Internet pour l'éducation, pour la santé et autres. Donc nous avons une vraie fracture spatiale. Pourquoi ? Parce que nous avons concentré notre modèle économique à équiper
les zones urbaines denses d'abord. Et nous n'avions pas de paravent qui nous obligeait à faire une péréquation pour l'équipement des zones moins denses, des zones rurales. Le modèle privé des opérateurs télécoms est un modèle lié à la rentabilité. Donc les opérateurs n'investissent que dans les zones denses, rentables. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la 5G révèle ces faiblesses qui sont tout à fait structurelles tout de même? Tout à fait. Et un autre point, en fait, c'est que il y a eu des événements au Maroc comme de manifestations de certains douars qui n'avaient pas de connectivité, qui réclamaient la connectivité. Et juste après est venu le conseil d'administration de la NRT d'abord, et ensuite le discours de Sa Majesté le Roi le 31 juillet. Et à ce moment-là, nous avons eu un changement d'orientation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire notre objectif c'est de couvrir 70% de la population ou 80% de la population, l'objectif devient je veux un Maroc qui ne soit pas à deux vitesses. Et donc, ça change complètement le plan. Le plan devient, on enlève d'abord les zones blanches et les zones grises, on les met à niveau au moins en 4G et 5G, et en 2030, n'avoir que la 4G et la 5G avec une couverture totale du territoire. C'est là que... C'est le défi aujourd'hui. C'est le défi pour qu'on n'ait plus un Maroc à deux vitesses. Et c'est extrêmement important. Alors pour y arriver, ça suppose effectivement également que l'État investisse. Actuellement, il n'y a aucune ligne budgétaire dans le PLF 2026. Vous ne verrez aucune ligne budgétaire sur un adoubement, par exemple, du Fonds de service universel télécom. Il n'y a rien, absolument rien. Ça veut dire que l'État n'a pas encore compris qu'à un moment donné, pour faire ce Maroc qui ne soit pas à deux vitesses, il va falloir investir pour assurer au moins une rentabilité de ces infrastructures dans des zones qui ne seront jamais rentables. Et donc, je pense qu'après le discours de Sa Majesté, la réflexion en cours, c'est qu'à un moment donné, l'État va ajouter et abonder ce qu'on appelle le fonds de service universel, sur lesquels cotisent les trois opérateurs chaque année, parce que ce fonds de service est très insuffisant. Et il va falloir que l'État, à un moment donné, mette dans son budget une allocation budgétaire pour financer ces infrastructures, pour que en priorité vers ces zones, et la mise en œuvre doit être au niveau des territoires. Ça veut dire que la mise en œuvre jusqu'à présent était au niveau centralisé. La mise en œuvre de ce que j'appelle le plan national haut débit doit être complètement décentralisée vers les régions. Cette inclusion globale va permettre de créer des opportunités. Monsieur Daouda, justement, je vous lance là-dessus. Tout à l'heure, Monsieur Rdissi nous parlait d'un certain nombre de secteurs qui bénéficieront de la 5G, puis de l'intelligence artificielle, des secteurs clés quand même de notre économie, la santé, l'éducation, l'agriculture. Alors parlez-nous de tout ce que peut apporter justement ce réseau à ces secteurs clés de l'économie nationale. Je pense que vous l'avez très bien dit. Santé, culture, dynamisme économique. En fait, c'est ce que ce nouveau réseau en fait, pourrait apporter. En ce qui concerne le Maroc à deux vitesses, c'est une problématique. C'est une problématique qui est vraiment complexe parce que le Maroc, la plupart des pays se sont effectivement développés à deux vitesses, mais le problème que l'on rencontre au Maroc, c'est probablement un problème de la notion d'investissement. Ça veut dire que peut-être qu'on va chercher une rentabilité qui est un peu trop rapide. C'est pour ça qu'on se concentre en fait sur les régions, les grandes villes, etc. Alors qu'il y a probablement une rentabilité sur le plus long terme à aller chercher dans ce qu'on appelle par exemple les zones blanches, qui sont des zones qui sont absolument pas exploitées. Et ça pourrait être une rentabilité économique, comme ça pourrait être tout simplement une rentabilité du secteur de la santé. Par exemple, il est
si ces zones sont connectées, ces zones vont pouvoir avoir accès à toutes les nouvelles technologies en fait de la santé que l'on est en ce moment en train de développer, que ce soit la télémédecine ou que ce soit la médecine aidée par l'intelligence artificielle, etc. Ce qui permettrait en fait d'aller couvrir en santé des régions qui en ce moment ne le sont pas. Au niveau de l'éducation et de la culture, je pense qu'il est évident aujourd'hui que la plupart des gens consomment la culture principalement à travers Internet. Donc, si on veut développer la culture, que ce soit au Maroc ou n'importe quel autre pays, ça passe aujourd'hui par développer la connectivité Internet. Donc, je pense que c'est un choix. En fait, ce n'est pas un choix. En fait, c'est une obligation que l'on a en fait aujourd'hui de développer ces zones-là. En ce qui concerne l'éducation, c'est la même chose. Il y a probablement beaucoup de choses que l'on pourrait faire au niveau de la rentabilité et de l'efficacité du système éducatif, que ce soit le système éducatif national, privé aussi, ou que ce soit aussi tout simplement les auto-formations. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'une très grande partie des Marocains s'auto-forment en fait, à travers Internet, tout simplement. Donc, et toutes ces choses-là. Monsieur Daouda, je laisse Monsieur Ziani rebondir sur vos propos. Monsieur Daouda, excusez-moi de vous interrompre. Je laisse Monsieur Ziani rebondir sur vos propos et vous continuez sur votre lancée. Comme ça, il ne perd pas aussi le fil conducteur et on continue d'approfondir le sujet. Pour ajouter à ce que vient de dire M. Daouda, j'ajoute que en fait, ces réseaux et l'accès à Internet permet aux populations, notamment aux populations rurales, de trouver de nouvelles sources de revenus. Si vous prenez l'exemple de nos agriculteurs, par exemple, qui souffrent de la sécheresse, ils n'ont comme seule source de revenus à l'heure actuelle que leur culture. Mais dans une période où nous avons une sécheresse endémique, il faut qu'ils puissent trouver de nouvelles sources de revenus. Et bien, par exemple, le tourisme rural. Mais pour que ce tourisme puisse être développé, il faut qu'eux fassent connaître leur région, fassent connaître les atouts de leur région et créent ainsi de nouvelles sources de revenus. Donc c'est là où on voit que l'accès à Internet est devenu vital. Et c'est absolument vital. Monsieur Daouda, continuez dans votre lancée. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je voulais quand même qu'il y ait cet échange pour qu'on approfondisse ce point. Merci. Effectivement, c'est un échange très enrichissant. Ce qui me fait penser à quelque chose d'autre aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le secteur de la logistique, qui est un secteur extrêmement important, parce que ce qui nous permet en fait de bouger les matières premières et les produits d'une région à l'autre du Maroc, est entièrement basé sur Internet. Même les gens, en fait, eux-mêmes, quand on se cherche entre nous, on s'envoie une localisation sur WhatsApp. C'est grosso modo comment les services logistiques aujourd'hui fonctionnent. Ça veut dire que, étant donné que ces régions-là ne sont pas connectées, elles n'ont pas accès à la logistique, aux services de logistique modernes et auxquels ont accès le reste du royaume. Et ceci a des implications profondes. Par exemple, que ce soit au niveau de la santé, ça rend en fait tous les déplacements par rapport à la santé beaucoup plus complexes, que ce soit déplacer des médicaments ou déplacer du personnel de santé, ça rend les choses beaucoup plus complexes, alors qu'il n'y a aucune raison que ce le soit. Il y a aussi au niveau du développement économique. Par exemple, si les agriculteurs voudraient développer en fait des systèmes et pouvoir, par exemple, vendre, je ne sais pas, c'est à eux de décider, mais développer leur propre système de logistique, vendre directement aux consommateurs, des choses comme ça, ils n'ont pas accès à ce genre de technologie parce qu'ils sont dans une zone qui est blanche ou une zone qui n'a que le 2G. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est plus qu'à... Là, on est en train de parler d'un Maroc qui a plus que de vitesse, en fait. Là, on est en train de... Si on ne fait pas ce genre d'investissement, on est en train de parler d'un Maroc qui se développe et d'un autre Maroc qui est malheureusement à l'écart, en fait, de tous les développements technologiques modernes. Donc, c'est pour ça que c'est absolument essentiel, en fait, d'élargir la couverture et d'élargir la couverture au plus haut débit avec la plus haute résilience possible afin que tous les Marocains puissent avoir accès à la culture, avoir accès à la meilleure éducation possible, avoir accès à la meilleure santé possible et aussi ne pas être mis à l'écart du développement économique international. Et aussi, est-ce que tout ce Maroc puisse s'adapter à cette transition numérique? Rappelons qu'avec l'intelligence artificielle, avec
le déploiement de ces nouveaux réseaux, aujourd'hui 5G, plus tard 6G peut-être, n'est-ce pas, Monsieur Zdiani? En tout cas, il y a des emplois qui sont détruits, des reconversions, une adaptation qui doit se faire aussi au niveau de l'emploi et il y a besoin que cette éducation touche un petit peu tout le monde et que tout le monde soit sensibilisé aux nouvelles exigences du marché. Maintenant, il nous reste quelques minutes, 5 minutes. Je vais vous laisser tous deux parler de l'aspect sécuritaire dont parlait tout à l'heure M. Khadissi. Qu'en est-il, M. Zdiani, de la protection des données et puis de la cybersécurité? Comment lutter contre cette nouvelle menace? En fait, dans un monde numérique qui s'étend de plus en plus, vous avez des vulnérabilités qui augmentent autant. Et à ce moment-là, effectivement, plus le système devient numérique, plus il est vulnérable et ouvert à des vulnérabilités, à des opérations malfaisantes, à des hackers, Et donc, il faut le défendre, ce système. Et les systèmes de défense se construisent également. Et ils deviennent de plus en plus sophistiqués compte tenu des menaces. Et donc, dans l'aspect sécurité, nous voyons également, en termes de cybersécurité, sur le domaine de la cybersécurité, des évolutions importantes sur l'identification, l'authentification, sur les protections. Également, il y a l'aspect protection des données sensibles, protection des données personnelles qui rentre en jeu, puisque la protection de la vie privée est un enjeu essentiel pour l'humanité. Donc, plus dans un monde complètement numérisé, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des vulnérabilités concernant cette protection des données personnelles. Et il faut bâtir à la fois un système réglementaire qui permet d'ailleurs de légiférer et de réglementer contre ces cyberattaques et également construire des architectures techniques de défense qui permettent de pallier à ces attaques. Et actuellement, nous voyons quand même une prise de conscience très forte sur ces menaces en termes de cybersécurité et des nouvelles solutions qui s'opèrent, d'ailleurs qui s'opèrent sur le plan global et qui elles-mêmes d'ailleurs créent des dépendances, puisque les solutions de lutte contre la cybercriminalité deviennent l'affaire de quelques opérateurs et qui, quand leur système est défaillant, font tomber tout l'Internet. Justement, Monsieur Daouda, est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus, sur ces défis sécuritaires et puis cette riposte qui doit être également commune, globalisée face à ces menaces et donc adaptée? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre en informatique, c'est que la sécurité absolue n'existe pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir le hacker, en fait. Ralentir les gens qui ont des intentions néfastes le plus possible, jusqu'à faire en sorte que ça devienne absolument prohibitif. Donc, c'est ça le principe de base. Là, en mon sens, le problème numéro 1 que l'on a en ce moment en termes de cybersécurité, c'est la centralisation. Donc, on l'a vu dans les dernières années, il y a un problème avec Microsoft, il y a un problème avec d'autres, ce qu'on appelle les CDN, les Content Delivery Networks, qui centralisent Internet, en fait. Quand il y en a un qui tombe, ça fait tomber 40% d'Internet. Donc, ça, c'est un problème. Le même problème peut arriver à l'échelle d'un pays. Donc, à mon avis, il n'y aura jamais, en ce qui concerne l'informatique, qui est toujours en développement, on n'aura jamais une sécurité absolue. Mais ce qu'on peut faire, c'est décentraliser où les données sont stockées. Et à mon avis, c'est la chose la plus importante à faire. Parce que quand on centralise les données, on met une cible là où les données sont. Et tout le monde va commencer à attaquer ces cibles-là. Si les données sont centralisées, si les données sont fragmentées, il existe des technologies d'informatique qui permettent de fragmenter des données. Par exemple, les données personnelles de quelqu'un ne peuvent pas être recoupées à moins de récolter les morceaux dans plusieurs centres de données, par exemple.
si on n'utilise pas ce genre de technologie, on sera toujours à la merci des hackers. Donc, pour résumer tout ça, je dirais, il est absolument impératif de décentraliser le stockage des données de la façon la plus décentralisée possible, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans la décentralisation et dans la fragmentation des données. Et je pense que c'est la seule solution à long terme pour assurer une sécurité large au niveau du réseau. On l'a bien compris, décentraliser donc les sites d'hébergement des données. Merci à vous, Tariq Daouda. Je rappelle que vous êtes professeur à l'UM6P. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Merci à vous également, Monsieur Khalid Ziani. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes expert IT et télécom. Merci. Merci pour l'invitation. Et puis, Monsieur Mohsin Khdissi, qui était également avec nous et qui est professeur universitaire et expert en technologie numérique. C'est la fin de questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée.